C'est encore moins. Alors, voilà. Maintenant, un sujet qui va certainement intéresser les parents et voir aussi, et c'est pas incompatible, les instituteurs. Je ne sais pas s'il y en a des enseignants dans la classe. Il y a un tableau. Il y en a quelques-uns. Je ne vois pas tout le monde, hein, donc voilà. Alors, les élèves ont souvent un usage récréatif du numérique, hein, on s'en doute, on l'a bien vu. Les enseignants, eux, doivent transmettre la culture et former à la réflexion. En retour, le numérique stimule-t-il la pédagogie et invite-t-il à retrouver une pédagogie favorisant vraiment l'apprentissage? François Jourde enseigne la philosophie dans les classes secondaires depuis 1995. Il a enseigné en France, maintenant il enseigne en Belgique. Il se pose une question. À l'ère des écrans, a-t-on encore besoin de l'école? C'est ce que François Jourde va nous présenter et je vous demande de l'accueillir maintenant. François Jourde. Alors. Donc là j'ai mon timer. Alors je lance. Je sais pas qui. C'est toi? Ok. Alors, il y a une vague immense dont on parle depuis tout à l'heure. Un tsunami, on l'appelle le tsunami numérique, le tsunami digital. Il est en train de faire sauter plein de digues. Il est en train de reconfigurer les archipels de nos anciens collectifs. Il a touché déjà plein de secteurs, la presse, le cinéma, la médecine, et puis maintenant il arrive dans l'éducation. Alors on peut se demander, on voit bien qu'il y a un conflit entre d'une part la culture du livre et d'autre part la culture des écrans. D'ailleurs on dit un singulier, le livre, puis on dit les écrans, Windows, plusieurs fenêtres. La culture des écrans, c'est une culture de la multiplicité, de la conversation, de la rapidité, du ludique. La culture du livre, c'est plus une culture verticale. Un auteur, un ouvrage, et ce conflit-là se retrouve aussi entre la culture de l'école et la culture des écrans. La culture des écrans, ici, ça sera ce qu'on appelle parfois une culture de la chambre. Les élèves vont chercher, les jeunes plutôt, les usagers, vont chercher à la demande ce qu'ils veulent. L'école, c'est pas organisé comme ça, c'est plutôt en silo, les matières, la verticalité, le code qu'il faut apprendre, qu'on n'a pas choisi, l'exposition des choses. Alors on peut craindre que si l'école fait ça, elle risque d'avoir le même destin que l'entreprise Kodak, qui n'a pas su voir les innovations qui percolaient en son sein même sur le digital, sur l'image digitale, et qui a périclité dans les grandes largeurs. Et on ne voudrait pas que l'école soit comme un astre mort dont on perçoit la lumière, mais qui est mort depuis bien longtemps. Et donc la question c'est, est-ce que l'école c'est vraiment indispensable pour assurer la transmission? Donc je crois qu'il faut vraiment bien comprendre que les humains, on est super câblés, l'évolution nous a adaptés à ça, on apprend super bien. Et les enfants, ils apprennent extrêmement bien facilement ce qu'ils veulent. Mais le problème c'est ce qu'ils veulent. L'école est là pour transmettre une culture, un héritage, dont on sait, nous les adultes, qu'ils auront besoin plus tard. Alors, c'est justement, on en a parlé tout à l'heure avec l'infobésité, c'est une erreur capitalement grave de croire que la mise à disponibilité des informations suffit. Les ressources, ce n'est pas suffisant, c'est que de l'information, ce n'est pas des connaissances. Pour que ça devienne des connaissances, il faut un travail d'éducation qui est assuré par les enseignants. Donc les ressources ne vont pas remplacer, certainement pas les enseignants. Et la génération digitale, les digital natifs, ont une appétence et des compétences très fortes qu'ils autodéveloppent d'ailleurs sur les usages récréatifs, conversationnels, horizontaux des médias, mais pas forcément les usages académiques. Et puis, ils peuvent être aussi digital naïfs dans leur compréhension assez faible si on ne leur explique pas des fonctionnements. D'autant plus que le ticket d'entrée dans le numérique, c'est singulièrement élevé. Aller comprendre une page Wikipédia, comment ça fonctionne vraiment, qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est un hyperlien, est-ce qu'il faut que je clique ou pas sur l'hyperlien, là où je reste à lire, et c'est quoi l'onglet discussion et historique. Donc le niveau de lecture est très élevé des pages du web, le ticket d'entrée est élevé, et on a une formidable promotion de l'écrit en fait. Alors nous, dans les classes, l'école, je pense, reste tout à fait nécessaire pour former l'attention. L'hyperattention, la pensée zapping, elle a son utilité, mais on a besoin de former convenablement la deep attention, ça veut dire être capable de rester concentré dans l'espace clos d'une page. Elle peut être sur un écran, cette page, mais de rester dans cet espace clos. De même, on doit former les élèves, et c'est à l'école que ça se fera vraiment pour la plupart d'entre eux, à ce qu'on peut appeler la littératie numérique, être capable d'utiliser les outils médiatiques, mais aussi de comprendre avec une distance critique comment ils fonctionnent, et être capable de créer sur plein de modalités multidimensionnelles de communication et d'expression de soi. Et puis aussi, évidemment, alors je disais, on est là pour transmettre
pour transmettre la culture c'est l'héritage, hein, ça se transmet dans le temps, c'est pas comme la communication qui est une transmission dans l'espace. Ils n'ont pas tellement besoin de nous, les élèves, pour la communication, mais pour la transmission de la culture, ça ne se fera pas tout seul. Donc on a la responsabilité de transmettre un monde dans lequel ils sont neufs, les élèves. Et puis enfin, on a une responsabilité énorme pour garantir l'égalité, parce que le déferlement de la culture cool du web, il est dissolvant pour ceux qui ne sont pas dans des familles qui sont équipées pour absorber avec la distance critique suffisante cela. Donc pour la plupart de nos élèves, ils ont besoin d'un cadre, un espace commun, c'est l'école où on leur donne les outils. Alors évidemment, ce cadre, il ne doit pas être celui-ci, ça ne doit pas être un cadre de la passivité. Et souvent, cette passivité scolaire, il y a une complicité des enseignants avec les élèves. Les enseignants, ils veulent aller bien tranquillement, ils veulent dérouler réciter leur programme. Certains élèves se disent, bon, je vais me rapprocher du radiateur, tout se passe bien, et ça passera bien. Non, c'est pas bon ça. Ça, c'est un modèle qui a déjà été actif au Moyen-Âge, la lecture, il y a un seul livre et enfin on lit ça, la lecture, le cours magistral, etc., qui a sa vertu, mais enfin ici on voit bien les poches de résistance, les conversations, tout ce que j'ai cerclé de jaune, ça bavarde, c'est une vieille affaire le bavardage. Hein. C'est pas tout à fait nouveau. Ils n'ont pas les smartphones qui peuvent sortir en dessous, c'est juste ce qui change. Et donc, quand ils bavardent, ils ne sont pas engagés. Alors, il ne s'agit pas qu'ils soient engagés 24 heures sur 24, mais tout de même, il faut de l'engagement. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'apprentissage. On le sait très bien. Hein. Le plus fort est l'engagement dans ce qu'on fait, le plus fort, on s'identifie, on s'approprie, et le plus puissant, le plus durable est l'apprentissage. Donc, c'est ça qu'on doit développer. Évidemment, on le développe sur une échelle. Une échelle, les élèves se distribuent là-dessus. Alors, il y a ceux qui sont dans le moment de la rébellion, qui peut être pas mal, parce que c'est une contestation aussi, la rébellion. Hein. C'est intéressant, c'est un discours sur l'école. Bon, il y a l'indifférence, les élèves qui s'ennuient poliment, ceux-là, bon, ils font pas de bruit. Et puis, il y a ceux qui sont conformistes par stratégie, parce qu'ils veulent des notes, ou conformistes par rituel, parce que c'est comme ça. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'engagement, c'est ceux-là qui apprennent vraiment. Et souvent, on pense que par une sorte de pensée magique de la technologie, on va penser qu'introduire la technologie, ça va produire de l'engagement des élèves, de la motivation, pas du tout. Hein. Surtout que la technologie, elle peut bloquer complètement l'apprentissage. Ici, c'est une image, une vision du XXe siècle, du début du siècle, du XXIe siècle par le début du XXe siècle. On voit que c'est tout à fait inefficace, tout à fait passif et nul. C'est nul parce qu'on ne peut pas apprendre nos élèves à conduire. C'est comme si on voulait leur apprendre à conduire en les laissant sur le siège du passager à côté. Hein. Ça ne marche pas. Donc si on leur donne de la technologie éducative complètement produite par les profs, c'est le prof qui pilote, très bien, le prof il développe ses compétences, mais pas tellement l'élève. Il faut vraiment que les élèves prennent le volant, qu'ils soient producteurs de contenu et que les profs soient plus à ce moment-là dans une forme d'accompagnement. Je pense que le rôle fondamental d'un enseignant, c'est pas tellement de fournir l'information, finalement elle est déjà transmise celle-ci, l'information, hein, mais c'est de guider dans la classe, pourquoi on se réunit entre quatre murs dans une école, c'est de guider dans la classe le processus social d'apprentissage. L'apprentissage, c'est un truc totalement social, c'est un phénomène d'interaction. Hein. Alors moi je pense que pour finir, face à ce tsunami, l'école a le devoir, la responsabilité de se maintenir, mais pour se maintenir comme vecteur de transmission, elle doit évidemment se réinventer. Ça veut dire se valoriser la pédagogie active avec la culture numérique, les outils numériques et la culture, parce que ce n'est pas que des outils, c'est aussi une culture de la conversation et de l'expression. Ah voilà, merci. Merci. Merci.